Vous savez qu'il y a un dossier qui revient toujours quand on parle du bouleversement numérique, c'est la blockchain, cette technologie de stockage et de transformation de l'information. On en parle beaucoup dans la finance avec ce qu'on appelle les crypto-monnaies, mais elle a aussi un impact très fort sur les professions de santé, comme va nous le démontrer maintenant Anka Petré. Anka est une experte de ce domaine puisque sa société 23 Consulting accompagne les entreprises de santé dans leur solution blockchain et je lui propose de venir tout de suite sur scène. Blockchain, truc informatique incompréhensible qui a servi de base au Bitcoin, au trafic d'armes et de drogue. Blockchain en santé, toujours un truc informatique incompréhensible qui promet de révolutionner la santé mais qui en fait ne sert à rien. Que vous vouliez l'avouer ou non, on a tous eu à un moment cette impression, on a tous été d'accord avec ces définitions. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter une vision plus juste et plus correcte de la blockchain en santé. Je me rappellerai toujours de mon entrée en deuxième année de pharmacie. Je venais de passer le concours de première année et je débarquais dans un milieu que je ne connaissais pas vraiment. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à ne pas connaître ce milieu pharmaceutique. Pour le grand public, quand on fait des études de pharmacie, grosso modo, on va travailler soit à l'officine, soit dans l'industrie pharmaceutique, la terrible industrie pharmaceutique. En d'autres termes, quand on fait des études de pharmacie, on est soit épicier, soit on se fait du fric sur le dos des malades. Alors, quand on rentre en deuxième année de pharmacie et qu'on se rend compte de cette réalité, je peux vous dire que ça fait assez mal. Parce que quand on est pharmacien, on est avant tout professionnel de santé. Et en étant professionnel de santé, on n'est pas là pour le fric ou pour être épicier. On est là pour le patient. On est là pour accompagner, pour soigner, pour soutenir le patient. Moi, c'est la vision que j'ai de la pharmacie, c'est la vision que j'ai des études de santé de manière générale. Et je peux vous dire que je suis tombée de très haut quand j'ai vu l'écart immense, l'abysse entre la vision du grand public et la vision que j'avais de mon métier. Alors je me suis dit qu'avec les moyens que j'avais, mon ambition serait de refermer cet écart de confiance. Et bientôt, la blockchain deviendrait mon arme. J'ai découvert la blockchain en 2015 par un concours de circonstances. Et à ce moment-là, The Economist venait de titrer « Blockchain, the Trust Machine », la machine à confiance. Je me suis dit que c'était génial, j'avais enfin l'outil que j'espérais. J'ai donc passé les 4 années qui ont suivi à m'intéresser à la blockchain, à comprendre comment ça marche et comment on peut l'appliquer dans la santé. Et comment cette technologie pouvait résoudre un problème très humain, le manque de confiance. Et à ce moment-là, j'ai découvert 3 choses. La première chose, c'est que la blockchain, ce n'est pas une solution miracle. Alors, je me suis fait avoir au début, je veux bien vous l'avouer. Avec la hype autour de la blockchain, j'ai voulu y croire, parce que finalement, la promesse était assez belle. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que, certes, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est quand même une incroyable pierre à l'édifice pour apporter la transparence et la confiance. Et enfin, la troisième chose que j'ai découverte, c'est que la blockchain, c'est un peu comme ce coffre. Ça paie pas de mine, c'est sacrément difficile à décoder, mais ça recèle de trésors. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans une aventure pour découvrir quels sont les secrets cachés de la blockchain en santé. Première étape, la route vers la compréhension de la blockchain. Et sur cette route se dresse une montagne que j'ai mis du temps à comprendre, la montagne de la décentralisation. La décentralisation, c'est le concept clé de la blockchain. Aujourd'hui, on traite nos données de manière centralisée, c'est-à-dire que les données sont stockées dans des bases de données qui sont gérées par des administrateurs centraux. Finalement, l'intégrité de la donnée ne peut être garantie que par ces administrateurs.
Et il faut donc leur faire une sacrée confiance. Autrement dit, il est absolument impossible aujourd'hui de garantir à coup sûr l'intégrité de ces informations que vous stockez dans des bases de données. Encore une fois, autrement dit, toutes vos décisions aujourd'hui reposent sur des données dont on ne peut pas garantir l'intégrité, et donc la fiabilité. La blockchain apporte une nouvelle vision des choses, une vision décentralisée. Alors la blockchain, c'est un registre, c'est un peu comme un fichier Excel, dans lequel vous allez lister des informations. Et ce registre, il n'appartient pas à un acteur, ce registre, il est distribué dans un réseau d'acteurs. Ce registre est décentralisé, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous les membres de ce réseau, et il est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les informations qui sont contenues. La décentralisation, c'est la véritable révolution qu'apporte la blockchain. C'est une révolution qui garantit l'intégrité des données et donc la confiance qu'on peut porter dans ces données. Alors maintenant qu'on arrive enfin au trésor, reste une deuxième étape, c'est de déchiffrer le code pour avoir accès à la blockchain. Et ce code, quand on parle de blockchain, il va se résoudre grâce à deux questions. Ces questions vont vous permettre de comprendre si la blockchain peut être pertinente ou pas dans les problématiques que vous allez rencontrer. Si vous ne répondez pas positivement à l'une ou à toutes les deux de ces questions, la blockchain n'a peut-être pas de sens pour vous. C'est donc extrêmement important d'utiliser la blockchain quand il le faut, et ne pas la blockchain pour la blockchain. Alors ces deux questions qui vont nous permettre d'ouvrir le coffre, c'est les suivantes. Y a-t-il un manque de confiance qui ne puisse pas être comblé par une entité centrale? Autrement dit, avons-nous une vraie justification pour utiliser un système décentralisé? Et la deuxième question, c'est y a-t-il un intérêt évident, par exemple des économies d'échelle, à supprimer des intermédiaires? Une fois que nous avons répondu à ces deux questions, et si l'une des réponses est positive, nous pouvons à présent ouvrir le coffre et révéler le trésor, c'est-à-dire les cas d'usage en santé. Ces cas d'usage, il y en a trois. Il y a trois grandes catégories de cas d'usage. Autrement dit, si vous n'êtes pas dans ces trois catégories de cas d'usage, encore une fois, il y a de fortes chances que la blockchain ne soit pas appropriée. Et je vais vous donner des exemples concrets de ces trois cas d'usage pour illustrer mes propos. Le premier cas d'usage, c'est vérifier l'intégrité des données. On est en avril 2014, lorsque la chaîne américaine CNN annonce qu'une quarantaine de vétérans sont décédés aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas été pris en charge dans les hôpitaux qui leur sont dédiés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, quand on est pris en charge dans ces hôpitaux, il faut l'être dans un délai légal de 14 jours. Parmi ces vétérans, il y a M. Thomas Breen qui est présenté ici, qui s'est présenté aux urgences avec une importante hématurie, c'est-à-dire du sang dans ses urines. Lorsqu'il est arrivé, on lui a dit qu'il fallait attendre 7 mois pour avoir un premier rendez-vous, parce qu'il n'y avait pas de place. Ce monsieur est donc rentré chez lui, et sa fille a essayé d'appeler à plusieurs reprises. Les mois sont passés, et au bout de 3 mois, ce monsieur est décédé. Ces décès se sont enchaînés. Et finalement, les hôpitaux en question ont mené une enquête interne tout d'abord. Et cette enquête interne a révélé qu'en fait, les listes d'attente étaient falsifiées. Pour que tous les patients qui avaient attendu plus de 14 jours, on faisait tout rentrer dans le délai de 14 jours. Ils se sont dit, si ça fuite, ça va créer un scandale. Sauf que vu le nombre de décès, effectivement, l'affaire a éclaté au grand jour. Finalement, les hôpitaux avaient le choix, soit d'assumer qu'ils n'avaient pas respecté le délai légal, soit de falsifier ces listes d'attente. Et ils ont décidé de falsifier les listes d'attente. Alors au moment où l'enquête a été menée, ils ont essayé de trouver une solution. Et la solution est venue d'une start-up qui s'appelle Sava. Cette start-up a fait quelque chose de très simple. Elle a pris les listes d'attente au moment où elles étaient constituées pour la première fois,
et les a placés sur une blockchain. En les mettant sur une blockchain, on peut s'assurer que ces listes d'attente ne vont pas être falsifiées, ne vont pas être manipulées dans le temps. On assure l'intégrité de la donnée. Un deuxième exemple d'application de la blockchain, c'est le suivi des actifs numériques. Là encore, je vais vous illustrer ça par l'exemple de la traçabilité des CAR-T. Alors les CAR-T, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont des cellules immunitaires que l'on va modifier génétiquement pour qu'elles puissent cibler des cellules tumorales, par exemple. Ce qui est assez particulier avec ces cellules, c'est que contrairement aux comprimés classiques, qui sont produits dans une usine puis acheminés vers le patient, la production, la fabrication de ces CAR-T est divisée entre deux lieux différents. L'établissement de santé, où sont recueillies les poches de sang qui contiennent ces cellules, puis le laboratoire qui va modifier génétiquement ces cellules, et à nouveau l'établissement de santé, où la poche va être réinjectée au patient. On a donc 2 fois plus de chances de se planter, en gros. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que ces thérapies sont des thérapies personnalisées. On ne peut pas injecter la poche d'un autre patient à un autre patient. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bien injecter la même poche au patient initial. Donc en fait, on a plusieurs enjeux. Celui de savoir quel patient et quelle poche. Celui de savoir quels professionnels du secteur sont intervenus dans la fabrication, mais aussi celui de savoir si ces poches ont bien respecté les conditions de stockage et la chaîne du froid. Vous vous rendez compte qu'on a plein d'informations sensibles, et ces informations, s'il y a un problème, on peut avoir tendance peut-être à vouloir les modifier, à vouloir intervenir dessus. Donc là encore, dans la traçabilité et le suivi des CAR-T, on peut avoir un intérêt certain à s'assurer que ces informations ne vont pas bouger à partir du moment où elles ont été créées. Enfin, le dernier exemple, c'est l'automatisation des processus. Et ça, c'est un exemple qui est très large, mais je vais vous donner un exemple très concret. C'est le cas de l'Estonie. En Estonie, on a un contrôle, on contrôle l'accès aux données médicales. Lorsque vous êtes citoyen estonien, puisque ça se fait à l'échelle de tout le pays, vous pouvez décider de quels sont les professionnels de santé avec lesquels vous souhaitez partager vos informations et quelles sont ces informations. Tous ces droits d'accès vont être enregistrés dans une blockchain, ce qui va permettre de garantir l'intégrité de ces informations et donc de respecter l'accord du patient, de respecter son consentement. Un médecin, lorsqu'il s'identifie sur la plateforme en question qui est utilisée par le gouvernement estonien, va pouvoir avoir accès ou non à ces informations en fonction des volontés du patient et de ce qui a été inscrit dans la blockchain. Là encore, on garantit l'intégrité de l'information. Alors maintenant que je vous ai présenté ces 3 cas d'usage, j'aimerais aussi vous faire passer 3 messages importants, qui sont les 3 choses à retenir quand on se lance dans la blockchain, qu'on a envie de monter un projet. C'est un peu l'attirail du parfait pirate de la blockchain. La première chose, c'est qu'il faut retenir que la blockchain, c'est une piste d'audit infalsifiable. Dans un labo, une fois, on m'a dit mais vos trucs, oui, trucs, c'est le mot qu'on utilise pour parler de la blockchain. Vos trucs, c'est un peu une piste d'audit sous stéroïdes. Bah oui, c'est un petit peu ça. C'est une piste d'audit sous stéroïdes, infalsifiable. La deuxième chose, c'est qu'elle répond aux enjeux actuels. On est à l'ère de la confidentialité des données. Les patients vont avoir accès à leurs données, mais ils veulent aussi savoir qui y a accès, à part eux, qu'est-ce qu'on en fait de ces données. Et donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les enjeux actuels. Et enfin, la dernière chose, qui est peut-être la plus importante, c'est que la blockchain, ça s'approche en réseau. La blockchain, mener un projet blockchain, c'est comme mener un bateau, un équipage. Vous avez besoin d'un leader, vous avez besoin d'un capitaine qui va donner la direction à prendre. Mais vous avez surtout besoin d'une équipe de partenaires qui vont prendre la même direction, qui vont vous suivre. Parce que la blockchain, vous avez vu, on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de construire un réseau de partenaires qui vont chacun œuvrer, qui vont chacun mettre à disposition des données et qui vont chacun garantir l'intégrité de ces informations. Alors il faut un capitaine, il faut une équipe et il faut surtout
un cap commun, un objectif commun qui restera toujours le même, aider le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anka. Je vais vous faire une confidence. Quand l'équipe de Jacques-Olivier Martin prépare les Big Bang, il y a toujours une question difficile. On se dit, allons-nous trouver un intervenant qui va nous parler de la blockchain de façon compréhensible? Vous avez formidablement réussi cette condition. Merci beaucoup.